Bonjour à toutes et à tous, d'abord, évidemment. Je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste économique, mais surtout très très heureux, évidemment, de vous retrouver ce jeudi 7 juillet dans le cadre de cette plénière de clôture, de cette nouvelle édition des Universités Jules Verne. C'est évidemment, pour celles et ceux qui en ont fait le choix, un immense plaisir de se retrouver en présentiel et toute la saveur, évidemment, de pouvoir revivre des événements après des éditions qui ont été à la fois empêchées dans ce format. Au demeurant, le comité de pilotage et les équipes qui organisaient l'Université Jules Verne avaient organisé des choses et des formats l'année dernière en digital, en attendant qu'on puisse donc se retrouver dans ce format en présentiel. Plénière de clôture avec deux grands témoins que je vais vous présenter dans quelques instants. Juste avant, bien sûr, je vous demanderai d'avoir la courtoisie, l'élégance de mettre vos téléphones en mode avion ou silencieux pour la bonne qualité de nos échanges. Voilà le petit rappel de circonstances avant que d'oublier. Juste avant, et en préambule, c'est important, je voulais donner la parole à Sylvain, notre ami Sylvain Redondy, connu comme le Loup Blanc, bien entendu, et dirigeant des Valses. Mon cher Sylvain, quelques mots d'abord sur le retour du questionnaire, parce qu'il y a, évidemment des choses à restituer, et puis évidemment quelques modalités par rapport aux questions qu'on peut poser via la plateforme. On vous écoute. Alors, très bien, vous pouvez en effet éteindre maintenant vos smartphones, puisque sur Evals, c'est terminé. Non, presque. Alors, ne les éteignez pas tout de suite, vous allez encore pouvoir poser des questions. Désolé juste de contredire Clément, mais pour ceux qui voudront poser des questions, vous le ferez tout à l'heure. Pour l'instant, l'heure est au résultat du quiz. Donc, vous avez été un certain nombre à jouer, et ça c'est super. Il y avait 7 personnes qui ont trouvé les 10 bonnes réponses, et donc qui ont été glanées sur les stands auprès des exposants pour avoir ces 10 bonnes réponses. Donc déjà, bravo aux 7, je ne vais pas tous les citer. Parmi les 7, je vais en citer 3 qui ont été départagés par la fameuse question subsidiaire, puisque vous êtes venus sur le stand des Valses. Tenter de trouver le poids de cette fameuse bouteille qui contenait autant de petits M&M's. Donc juste pour ceux qui sont venus, c'est le petit clin d'œil, je vous donne le poids, le poids exact était de 834 grammes. Donc oh, bah oui, dommage pour certains. Et une personne a été très proche, à 878 grammes, et en plus avait 10 points. Donc ça sera elle la grande gagnante. Je ne vais pas demander aux 3 gagnants de venir me rejoindre là. Je vais juste annoncer leur nom. Et s'ils sont encore là, il suffira de venir à la fin de la plénière dans l'espace VIP au niveau du cocktail pour récupérer plein de cadeaux sympas. Numéro 1, et on peut quand même l'applaudir parce que c'est elle qui était la plus proche. C'est Alexandra, je vais essayer de prononcer correctement, de Quesnel, de chez Toile de Fond. Alexandra, j'espère qu'elle est encore là. Pour Alexandra, si elle est encore Alexandra, est-elle encore là? Alexandra, lève-toi. Non, pas d'Alexandra. Lève-toi et marche. Non, lève-toi. On verra dans tous les cas. On bon, recontactera Alexandra parce qu'elle mérite son cadeau. Numéro 2, c'est André-Marie Joulin de l'APEC Pays de la Loire. Si elle est encore là, eh bien, bravo à elle. Elle viendra aussi. Et numéro 3, alors je suis impressionné par un podium totalement féminin. Chapeau, on sera en osmose sur le dernier avec Catherine Lefeuvre de chez Osmose Consultante. Catherine. Voilà. Alors Catherine, est-ce qu'elle est encore là? Non. Oui, peut-être. À boire un café dehors, voilà, ou donc pas. vous viendrez comme prévu. Et juste avant que je vous quitte, pas définitivement, je vous retrouverai plus tard, eh bien, rappelez-vous que vous pouvez poser vos questions. La plateforme est toujours ouverte pendant la plénière, depuis vos smartphones. Je ne vais pas vous rappeler comment vous connecter, le flashcode ou evals.fr, code UJV. À tout moment, toute question sera prise et du coup, Clément nous interpellera tout à l'heure. On lui dira s'il y en a et on vous les passera. Merci beaucoup, mon cher Sylvain. À tout à l'heure. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez évidemment et aussi le faire en direct, de manière tout à fait analogique, en levant la main gentiment. On vous donnera un micro. Vous aurez la gentillesse de vous présenter, de poser votre question et d'interpeller
nos trois grands témoins. Donc pour cette dernière table ronde, dans le cadre de cette édition des universités Jules Verne, et on remercie encore l'accompagnement de nos partenaires qui s'afficheront, ils s'affichaient tout à l'heure, vous les découvrez tout à l'heure, et qui permettent évidemment l'organisation, la bonne organisation de ce moment, de cette séquence. Dernière donc table ronde et plénière de clôture. Et si on commençait à y croire, c'est peut-être une question sans doute par provocation, parce que certains ont déjà commencé à y croire. On le dit et on le répète assez souvent sans patriotisme aigu, mais nous sommes et nous vivons sur un territoire qui est fabriqué par des pionniers et des gens qui ont déjà commencé à y croire depuis longtemps, qui ont engagé, qui ont en tout cas des niveaux de maturité assez avancés dans leurs convictions et bien entendu les engagements qu'ils portent, et notamment dans les organisations et les projets entrepreneuriaux qu'ils développent. Alors, dans cette table ronde, si on commençait à y croire, eh bien, on va échanger quand même sur ces sujets de convictions, convictions qui sont un peu mises à mal d'ailleurs dans ce moment de crise multiple qu'on traverse et qu'on vit. On va voir si justement tous les prérequis sont encore possibles pour continuer à y croire et développer ces projets que j'évoquais à l'instant. Trois personnalités bien différentes finalement qu'on a réussi à réunir pour cette plénière de clôture, mais qui ont un dénominateur, vous allez le voir, commun ou incommun, c'est l'intelligence du cœur. Deux entrepreneurs ou ex-entrepreneurs ou ex-dirigeants, on va le voir, on verra, on va découvrir finalement leur parcours à travers nos échanges. Et puis Sophia Steele-Rever, que vous avez découvert aussi tout à l'heure à travers la méditation notamment qu'elle a guidée en début d'après-midi pour celles et ceux qui étaient là. Sophia, vous êtes diplômée d'études indiennes, auteure, activiste et enseignante spirituelle. Vous êtes la biographe française de Sa Sainteté le Dalai Lama. Et vous avez co-signé d'ailleurs avec lui 4 ouvrages au moins traduits dans plus de 20 langues et réalisé en 2008 le biopic Dalai Lama, Une vie après l'autre. Vous vous considérez comme une activiste, vous co-organisez, participez à de multiples conférences et séminaires à travers le monde, en Inde notamment, mais également à Genève, au siège de l'ONU. En 2020, vous avez publié L'urgence d'aimer aux éditions Massot. Je fais un petit focus sur cet ouvrage parce que il a été préfacé, je le précise, par Christiana Figueres, qui est diplomate costaricaine et architecte des accords de Paris pour l'ONU. Et puis c'est un ouvrage, vous nous en parlerez, Sophia, si vous le souhaitez, qui fait bien le lien avec les 17 objectifs de développement durable, ODD, qu'on a évoqués largement dans cette journée. En 2021, Sophia, vous avez fondé Be Love, Be the Love, qui est un programme d'éveil du cœur et de l'esprit pour co-créer une civilisation de l'amour. Alors, juste à côté de vous, non pas juste à côté de vous, allez, à côté de moi, Vincent Justin, dans cet ordre-là, vous êtes entrepreneur multiple, vous êtes issu de l'école Boulle, spécialisé en architecture intérieure. À la fin des années 90, vous cofondez une des premières agences de design web qui s'appelle Novius. Au début des années 2000, vous intégrez l'unité de jeunesse du média TF1 et vous participez au lancement de tfou.fr, site web français bien connu de nos jeunes têtes blondes entre 6 et 12 ans particulièrement. Et puis vous avez par la suite cofondé l'agence de design et d'architecture Muséo, qui est devenue l'une des agences majeures dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et mon cher Vincent, en 2016, 3 petits points, je vous laisse évidemment en faisant un peu de teasing. Vous allez nous parler bien, de cette année 2016 qui a été une année peut-être sans doute de pivot pour vous. Vous en parlerez dans quelques instants. Frédéric Jobert, directeur général délégué chez Rule, ex-club Identicar, leader français de la complémentaire auto. Vous avez, mon cher Frédéric, une formation qu'on pourrait qualifier assez classique et de haut niveau. Vous êtes ingénieur, vous êtes passé par les classes préparatoires, vous avez intégré différentes expériences professionnelles et vous avez intégré le club Identicar, je l'évoquais à l'instant, en 2011, d'abord en tant que DAF et puis en tant que directeur général délégué en 2012. Et après 10 ans, au sein d'Identicar et de Rule aujourd'hui, aux manettes de l'entreprise, eh bien, vous décidez d'opérer ce qu'on pourrait appeler une forme de tournant professionnel. Vous allez nous en parler. Et puis surtout, vous allez évoquer ce que vous avez vraiment mis en œuvre au sein d'Identicar sur les 10 dernières années que vous y avez passées. Sophia, je voudrais peut-être qu'on commence avec vous. Finalement, pour être tout à fait juste, on s'est eu évidemment au téléphone pour préparer
ces entretiens-là. On a continué en échangeant à l'extérieur avant de commencer ici sur scène. Le contexte que nous vivons avec ces crises qui se multiplient, dont l'intensité aussi se renforce, on en a le sentiment, qui se raccourcissent, en tout cas avec des cycles plus courts, crise sanitaire, géopolitique, climatique évidemment, énergétique, etc., et économique et sociale. Est-ce qu'elles permettent encore aujourd'hui les bons prérequis ou les conditions pour continuer de croire ou d'avoir envie de croire? Parce que c'est ça qu'on pose comme question aussi. On commençait à y croire. Est-ce qu'on est dans les bonnes conditions en ce moment, dans la bonne période pour croire? On n'est pas forcément dans une bonne période, on est dans une période difficile, de réalité qu'on ne maîtrise pas vraiment. Donc projeter pour dire ce que sera l'avenir, d'ailleurs tous les scénarios qu'on a eus, même les experts les plus avancés, y compris ceux du GIEC d'ailleurs, reconnaissent qu'ils n'avaient pas anticipé finalement, on s'en rend compte, même s'il y a eu des mises en garde. Donc là-dessus c'est extrêmement difficile de se prononcer. Maintenant, ce qui a beaucoup changé ma compréhension et ma perspective de ce qui se passe, ça a été les partages et les échanges que j'ai pu avoir avec de jeunes activistes, principalement des filles, qui sont sur la ligne de front du combat, qui est non seulement le combat climatique, mais le combat de la justice sociale, de la justice environnementale, en dehors d'Europe. Et c'est vrai que tout d'un coup, les problèmes que nous nous posons ici m'ont paru tellement relatifs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique, en Amazonie. J'étais récemment, là pendant 2 semaines, j'étais avec des leaders des peuples de la forêt de la province de l'Acre au Brésil. J'échange aussi avec de jeunes africaines de moins de 30 ans qui sont menacées de mort, qui reçoivent des menaces de mort, des dizaines de menaces de mort par semaine, et pour qui le réchauffement climatique, ce n'est pas une projection, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui se solde par une vingtaine de millions de personnes qui sont menacées de faim. Et ce n'est pas lié à la guerre de l'Ukraine, mais c'est vraiment lié au réchauffement climatique. Et toutes les problématiques qu'on a ici autour du passage à des économies décarbonées, des avions décarbonés, la voiture électrique, là-bas, on voit les coûts humains que ça engendre. Et ça m'a amené à me dire que finalement, ce monde est invivable, insupportable, qu'on en est venu à accepter l'inacceptable, à normaliser ce qui n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable que les nouvelles trajectoires de la croissance induisent des coûts humains et des coûts environnementaux délocalisés et que ça ne soit pas pris en compte dans les paramètres de développement. Par ailleurs, j'échange aussi avec des mouvements indiens et notamment Jai Jagat International qui sont donc dans la pensée de Gandhi, et ce sur quoi on travaille et qui nous paraît essentiel, c'est une économie non violente. Et les propositions des jeunes activistes non européens, c'est justement qu'ils puissent être non seulement entendus, mais qu'on puisse aussi voir ce travail de terrain qu'ils font sur la ligne de front. Et je pense que si on arrivait à inclure dans nos réflexions et dans nos stratégies de développement la réalité de ce qu'est le changement climatique, déjà on comprendrait que ce n'est pas à l'horizon 2030 et que ce n'est pas 1,5 degré, parce que là déjà le changement climatique tue massivement. Que donc la réalité de ce monde, elle arrive vraiment au bout. Des individus clairement partout ont éveillé leur conscience à cette réalité. Le système, en revanche, lui, pour l'instant, il tient toujours. Donc, je pense que
pour moi, c'est oui, que ce monde s'effondre, je dis bonne nouvelle. J'en suis arrivée là, ce n'est pas de la provocation, mais c'est parce que ce monde est inacceptable et que je ne peux plus trouver normal ce qui se passe. Je ne peux plus accepter d'avoir le confort que j'ai quand je sais que ça coûte des vies humaines sur des générations et que je sais ce qui se passe, d'ailleurs que je l'ai touché du doigt. Donc je dis excellente nouvelle parce qu'il faut se réinventer. Confort qui est peut-être au détriment effectivement de celui d'autres populations et notamment non européennes. Comment est-ce qu'on fait pour passer de cet état justement de désolation ou d'anxiété très forte à celui de conviction? Ces jeunes filles justement, ces jeunes femmes que vous rencontrez, qu'est-ce qu'elles vous disent dans leurs convictions, dans le combat qu'elles mènent? Comment est-ce qu'elles sont animées? Par quoi elles sont animées concrètement? Alors écoutez, on s'est retrouvés d'une façon inattendue. C'était ce que la vie nous donne parfois. Et je citerai, et je ne veux parler que de bonnes nouvelles. Et donc je citerai, vous connaissez peut-être son nom, une jeune Kenyane de 25 ans, Elisabeth Wathuti. Elle s'est exprimée devant les 190 et je ne sais quoi, chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents à la COP26 de Glasgow. Et elle a commencé son discours en leur disant « Please open your heart ». Et elle a ramené le témoignage. S'il vous plaît, ouvrez vos cœurs pour traduction au besoin, pardon, de préciser. Voilà, donc ouvrez vos cœurs. Et elle a ramené le témoignage de ce qui se passe dans sa communauté, donc au Kenya. Elle a demandé 1 minute de silence compassionnel. Elle a été ovationnée. Il y a eu comme ça une parenthèse, un miracle à la COP26. Depuis, elle est invitée aussi de plusieurs conférences internationales. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai organisé pendant le confinement, une conférence en ligne donc, avec le Dalai Lama. C'était le 12 avril dernier, ça s'appelait One Better World. Et donc, je lui ai parlé, et le 21 avril, c'était donc pour le sommet de la Terre, j'ai préparé avec elle une question qu'elle a pu poser en présentiel au Dalai Lama. Et justement, elle lui demandait comment est-ce qu'on peut amener les gouvernants du monde à ouvrir leur cœur, parce que ouvrir leur cœur, ça veut dire quoi? On n'est pas là dans du sentimentalisme, mais c'est justement, ouvrir les cœurs, c'est d'abord ouvrir les yeux sur la réalité des injustices de ce monde. Et il ne s'agit pas de priver ceux qui ont les privilèges que nous avons, mais il s'agit d'entrer dans le partage, la coopération, la solidarité. Donc ouvrir le cœur, c'est déjà prendre conscience des souffrances qu'endure ce qu'un système de développement, de prédation et d'exploitation du vivant, cela, nous ne leur permettons plus de vivre. La faim dans le monde n'est pas une fatalité. Les experts estiment qu'elle pouvait être éliminée 14 fois. C'est donc bien des choix de civilisation qui font qu'aujourd'hui, nous condamnons à la précarité ou à la mort toute une génération. Et quand nous sommes à peu près sur cette terre, 20% à pouvoir vivre plus ou moins bien. Mais ça veut dire qu'il y en a 80% qui sont privés même de la dignité et des droits basiques de l'humanité. Et c'est pour ça aussi que je ne partage pas le discours alarmiste, alarmant, même si je suis bien consciente des catastrophes qui se produisent déjà. Ce n'est pas la peine de les attendre. Elles ne sont pas chez nous, mais elles sont déjà là. Et en revanche, je vois se lever cette jeunesse et je vois aussi, pour moi, c'est extraordinaire de voir que cette jeunesse, elle vient aussi à la rencontre du Dalai Lama, qui n'est pas tout jeune. Il a fêté hier, le 6 juillet, ses 87 ans. Et elle vient au fond chercher des réponses elle va aussi à la rencontre, par exemple, des leaders amazoniens avec qui j'étais il y a 2 semaines. Et donc je sens que là, il y a
un ferment de mutation profonde du monde qui n'est pas seulement basé sur des revendications identitaires, mais sur l'idée d'une civilisation globale de richesse partagée. Et en tout cas, où on sortirait, déjà le premier pas, c'est de sortir d'un système profondément injuste de prédation et d'exploitation. Et ça demande que, justement, on passe de l'économie actuelle à une économie non violente. Et ça aussi, c'est tout le travail de mouvements de fond notamment inspirés par Gandhi, Vandana Shiva et d'autres activistes indiens qui poursuivent leur pensée. Et donc, c'est ce monde nouveau. Et pour moi, ce monde nouveau, il est déjà là. Je pense que ici, dans cette salle, nous faisons partie de ce nouveau monde. On ne le sait pas forcément parce qu'on en est contemporain, donc on ne le voit pas. Mais merci en tout cas aux organisateurs. Pour moi, aujourd'hui, il y a plusieurs planètes sur cette planète, mais il y a surtout deux planètes. Il y a la planète peur et violence, et il y a la planète cœur et amour. Et aujourd'hui, dans un événement comme celui-ci, nous sommes sur cette planète cœur et amour, et c'est merveilleux de s'y retrouver et d'œuvrer pour que ça devienne une réalité. Parce que dans la planète peur et violence, on est entraîné dans les parts reptiliennes et régressives de l'humanité, dont malheureusement on voit tellement l'exemple. L'exemple et les limites. L'exemple et les limites et la finitude, c'est bien ce que vous évoquez. On reviendra évidemment vers vous, Sophia. Je voudrais faire réagir Frédéric et Vincent à vos propos. Messieurs, vous vous revendiquez chacun, alors pas dans vos parcours, mais dans ce que vous faites, ce que vous initiez aujourd'hui, on va rentrer dans le détail avec vous, comme faisant partie de cette planète cœur et amour. Vous en êtes aussi les représentants, sans forcément le savoir, parce que c'est en train de se jouer sous nos yeux, et on a peut-être un peu de recul, on le verra, c'est une génération d'après qui pourra nous juger sur nos actes. C'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on s'interpelle les uns les autres aujourd'hui en disant les futures générations sont témoins et on est responsable de ces changements. Frédéric, peut-être vous vous considérez comme justement ce passage-là, ce transformateur de monde? Alors, je ne sais pas si je suis le transformateur, mais en tout cas j'ai été transformé. D'abord, je suis hyper content d'être invité en même temps que Sophia, à plusieurs titres. D'abord, je suis hyper honoré. Je suis très éclairé, mais alors moi je vais être très terre à terre. Je vous propose de redescendre un petit peu dans les profondeurs. Vous m'excuserez, mais je suis là juste pour partager ma petite expérience qui n'a pas le rayonnement que tout ce que vient de dire Sophia, mais qui a cela de concret, qui peut peut-être vous permettre, pour ceux qui en doutaient, qu'on peut encore croire. C'est la question, exactement. Et moi, ce que je vais vous partager, c'est l'expérience de quelqu'un qui ne croyait pas et qui a fini par le faire, et assez tardivement et sur le tard. Voilà. Donc moi, j'ai 45 ans, ça fait, comme tu le disais, une dizaine d'années que je travaille chez une entreprise qui s'appelle Identicar, qui est un club automobile. Donc tout ce qu'il y a de très classique. C'est une boîte d'assurance, hein, pour résumer, si vous voulez comprendre un peu ce qu'on fait. Et j'ai un parcours très académique, donc moi je suis le fruit de ce que propose la République en termes de formation. Donc voilà, j'ai fait une belle école, une belle formation. Je suis rentré dans un cabinet anglo-saxon américain où j'ai fait de l'audit, un parcours financier. Donc vraiment le truc le plus classique que vous pouvez lire sur des CV. Et j'ai débarqué chez Identicar il y a une dizaine d'années, donc j'avais 35 ans, pétri des certitudes qu'on m'avait inculquées pendant, non peut-être pas ces 35 années précédentes, mais ces 25 années précédentes, parce que j'estime que finalement, la première dizaine d'années qu'on passe, on la passe de façon assez naturelle en étant enfant, avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de bons réflexes qu'on essaye de nous débrancher au fur et à mesure. Moi, la meilleure image que j'ai trouvée quand j'ai commencé à en prendre conscience et à en discuter, c'est que j'ai un peu l'impression d'être rentré dans Matrix et d'être Néo à qui on a proposé la pilule bleue ou la pilule rouge. Je ne sais jamais laquelle il prend d'ailleurs, je crois que c'est la bleue. La bleue on le reverra ce soir. La bleue qui lui permet de se rebrancher. Et moi, depuis 10 ans, j'ai l'impression de vivre cette expérience de Matrix où je rebranche des choses qui, pendant 25 ans, m'avaient été au fur et à mesure débranchées pendant mon parcours académique, pendant le début de ma carrière professionnelle, dans des institutions, des entreprises hyper classiques, hyper pyramidales, fondées sur la puissance, la force, la performance, le fait de se montrer
complètement impassible à la difficulté et d'être toujours hyper fort, etc. Et donc moi j'ai débarqué il y a 10 ans dans cette entreprise en étant persuadé que pour être un bon chef et un bon manager et diriger une entreprise, il fallait être le plus sachant, le plus intelligent, surtout le plus fort et jamais montrer qu'on avait la moindre faiblesse, voire même en expliquant bien que ceux qui étaient faibles devaient rapidement être écartés. Voilà. Donc je suis arrivé avec cette certitude et pendant 10 ans, ce que j'ai vécu, c'est en fait cette transformation. Je pense que ce que j'ai découvert finalement, ni plus ni moins, c'est qu'il y avait deux mondes, comme tu dis, deux planètes, et que j'étais sur la première planète de la peur, et qu'on m'a permis, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une navette ou un téléphérique qui m'a emmené jusqu'à la deuxième sur la planète du cœur et de l'amour, parce que c'est ce que j'ai vécu. Pendant 10 ans, j'ai eu la chance, en rencontrant cette entreprise, de pouvoir vivre et participer à sa transformation, qui a consisté à s'ouvrir, à lâcher prise, et à remettre en question la façon dont elle fonctionnait jusqu'alors. Alors, c'était déjà une entreprise assez libérée. Vous imaginez bien qu'on ne passe pas comme ça du noir au blanc du jour au lendemain, mais je suis arrivé au moment où l'entreprise, et notamment son dirigeant, son président, parce que c'est quand même hyper important, son actionnaire, son président, Gouvernance. a impulsé, cette volonté de remettre en question la façon de fonctionner de son entreprise en voulant en faire quelque chose qui soit, pour reprendre un peu ces termes de l'époque, plus agréable, plus ouvert, plus moderne d'ailleurs, c'était un peu sa façon de voir les choses aussi, pour permettre à la centaine ou 200 personnes à l'époque qui travaillaient dans cette entreprise de pouvoir mieux y participer, mieux y vivre, mieux s'y épanouir et mieux se développer. C'était motivé simplement pour continuer d'attirer les talents et les fidéliser, comme on Non, l'évoque en fait- aujourd'hui. Alors on n'appelait pas ça les talents à l'époque, ou c'était vraiment pétri de vraies convictions Ouais, d'être non, justement. je pense qu'il y avait une vraie changeur. conviction et je pense justement que la réussite, elle a été le fruit de cette conviction. C'est-à-dire, si ça n'avait été qu'intéressé, comme tu dis, pour des problématiques de recrutement, d'attirer des talents et de pouvoir mettre en place une jolie plaquette, ça n'aurait pas fonctionné. Enfin, ça aurait peut-être un peu fonctionné, mais pas aussi bien. Bon, ce n'est pas qu'un sujet de marque employeur. Il y avait vraiment de la sincérité Ouais. derrière ces Il y avait une engagements. vraie Ok, sincérité ça marche. et une vraie volonté de dire, moi, l'organisation des personnes qui interagissent et qui vivent ensemble dans un milieu professionnel qui est celui de mon entreprise, je veux qu'il soit plus sain, plus vertueux et que ces gens-là puissent se développer complètement. Et vous êtes tout de suite réceptif à ça. C'est-à-dire que là, ça Alors moi, vous je viens parle. pour ça. Moi, je viens d'un historique avec des grands groupes, des grandes organisations. Et si j'arrive dans une petite PME, si j'arrive dans une PME qui fait 150 personnes à l'époque, c'est bien parce que je rencontre ce dirigeant. Et en fait, assez instinctivement, je trouve qu'il se passe quelque chose et que j'ai envie de le vivre, en fait. Voilà. Et donc, les 10 ans que j'ai vécu dans cette entreprise ont été ceux de l'expérimentation, de ce lâcher-prise, en étant très accompagné. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens. C'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est pas que de la bonne volonté de prendre ce téléphérique vers la planète du cœur. C'est pas juste d'avoir envie de le faire. Il faut ensuite y mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté. Mais d'ailleurs, ça rebondit sur une histoire de courage qu'on a eu un peu l'occasion d'évoquer tout à l'heure. J'entends souvent parler ou poser la question d'avoir le courage d'aller sur cette planète du cœur, alors qu'en fait, je pense pas que ça nécessite beaucoup de courage, ça nécessite beaucoup de volonté, mais qu'en fait, au départ, ça nécessite une prise de conscience. Dès lors qu'on en a envie, alors on n'a pas besoin d'être courageux derrière pour faire des choses courageuses, on a besoin d'y mettre beaucoup d'énergie, ça c'est sûr, beaucoup d'efforts, mais c'est pas quelque chose qui nécessite d'avoir du courage. Et donc, pendant 10 ans, cette entreprise a décidé de se transformer, de s'ouvrir, de s'écraser en termes d'organisation, d'arrêter d'avoir ce fonctionnement. Donc j'étais ce matin à la conférence sur les interconnexions, je crois, hyper intéressante d'ailleurs. Le professeur qui était là nous parlait de la méthode Bravo qui permet de donner une forme de notation à l'évolution comme ça de la prise de conscience des entreprises, en partant du B, l'entreprise qui est la plus mauvaise, jusqu'au O, qui est l'entreprise ultime, voilà, quasi inatteignable. Voilà. Et donc moi j'ai vécu ce parcours du B, alors peut-être pas jusqu'au O, mais on a largement dépassé le A, on a été vers le V, c'est-à-dire que cette entreprise a décidé de redonner le pouvoir à ses salariés, de les prendre en considération, de les faire participer, voire même de leur proposer d'être complètement acteurs, et de leur redonner les rênes. Et elle a réussi à renverser le paradigme, c'est-à-dire que moi je suis arrivé quand elle avait une trentaine d'années d'ancienne, enfin voilà, c'est une PME qui avait 30 ans quand je suis arrivé. Et je suis arrivé dans une PME qui disait, eh ben, ça fait 30 ans qu'on est une belle entreprise parce qu'on est très malin commercialement, financièrement, enfin tout ce qu'on veut. On a fait une belle réussite commerciale qui nous permet d'avoir aujourd'hui beaucoup de confort. Et donc on peut désormais
se donner un peu plus de temps, de ressources et de recul pour pouvoir aller travailler sur du sujet de fond que sont la façon dont les gens interagissent et travaillent ensemble. Et en fait, elle a retourné ce paradigme pendant que j'y étais. La période pendant laquelle j'y étais, on a verbalisé le fait que ces 30 premières années, l'entreprise allait bien, en conséquence de quoi elle permettait à l'organisation qui la constitue de faire des choses chouettes. Et elle l'a retourné en disant, mais désormais, il faut que cette organisation soit vertueuse pour qu'elle continue d'aller bien. Ça, c'est hyper intéressant. Et on vous a fait confiance, parce qu'un autre mot aussi important, c'est la confiance. On vous a fait confiance pour expérimenter des choses. C'est très itératif. Il y a des fois où on se trompe, on peut se casser la figure, on peut rétro-pédaler, mais on vous a fait confiance. On va revenir avec vous dans quelques instants sur ce que ça a produit et comment ça vous a conduit d'ailleurs. On parlait de conscience, d'expérimentation là à l'instant, et peut-être aussi avec cette boucle qui vous amène vers un peu plus de spiritualité. Ça, vous nous en parlerez, c'est important. Vincent, à vos côtés aussi, nous parler de votre parcours. Je l'ai un peu évoqué évidemment dans la présentation et en mode short bio. Cette prise de conscience là qu'évoque Frédéric à l'instant, comment c'est venu chez vous, comment ça s'est construit? C'est votre trajectoire, c'est votre parcours personnel, c'est votre vie avec ses accidents, parfois ces accidents heureux, parfois ces drames, ces tragédies. Comment ça vous a construit et ça vous a emmené vers cette conscience qu'on évoque ensemble? Déjà, c'est un long chemin en vrai. C'est un long chemin fait d'échecs, alors pas forcément d'échecs professionnels, mais d'échecs personnels pour être aligné, rester aligné avec mes aspirations profondes. J'aime bien cette citation de Samuel Beckett qui dit « Essayez, rater, essayez encore, rater mieux ». Et en fait, tout le sujet là-dedans, c'est comment rater mieux. Et petit à petit, à force d'essayer et d'essayer de s'aligner par rapport à nos aspirations profondes, comment au fil du temps, on apprend à déjà accepter sans se juger, et petit à petit essayer de raccrocher son action du quotidien avec ses valeurs profondes. Donc ça a été un long chemin. La dernière entreprise, avant que je crée le réseau d'épicerie Nous Anti-Gaspi, c'était une agence de design dans l'hôtellerie. C'était des clients plutôt de l'univers du luxe. C'était très chouette, hein, c'était très beau, mais il y avait de plus en plus un sentiment d'agir quotidiennement pour des choses qui étaient peu signifiantes par rapport à mes aspirations profondes. Et après avoir cédé la société, je me suis retrouvé dans une île perdue au Pacifique avec mes enfants. Il n'y avait pas de Wi-Fi, ils étaient ados. Alors c'est une expérience que je conseille à tout le monde, hein, parce que c'est une expérience assez unique de passer des soirées entières avec eux sans Wi-Fi, à devoir se parler et s'ennuyer accessoirement. Les premières heures doivent être un peu compliquées. Il y a quelques éclats de voix quand même. On sent qu'il y a un peu de tension là. Après, ça a été tendu. Détend, mais ce qui est beau en fait, c'est toute cette place qu'on laisse au vide, et en fait, comment se remplit ce vide. Et c'est vrai que ça a été une expérience intéressante pour eux. Alors, il faudrait qu'ils témoignent, hein, parce que je ne pense pas qu'ils en gardent un si bon souvenir que ça. Mais enfin, en tout cas, pour moi, ça a été une expérience enrichissante et qui a été en même temps confrontée. On était sur une petite île perdue au milieu du Pacifique, et de voir à quel point la nature, dans cet endroit complètement paumé, qui a priori a tout pour être préservé, était impactée par du plastique, par des coraux morts, par voilà. L'environnement là, à l'autre bout de la planète, loin des clichés de la pollution, a été impacté. Et j'ai ressenti à la fois une douleur profonde aussi, parce que j'avais plus de place pour laisser parler mes émotions. Le quotidien du boulot souvent nous coupe de ces moments de vacances, enfin pas vacances au sens holidays, mais vacances où il ne se passe rien, quoi, où on laisse du vide. Et du coup, il y a des émotions qui sont montées très fortes, et j'ai été vraiment animé par ce combat de se dire que je ne peux pas laisser la planète, alors même si j'agis aujourd'hui pour un tout petit bout, mais enfin en tout cas ce combat a été profond, et cette volonté d'agir pour essayer de contribuer à réaligner correctement les choses, à remettre du bon sens dans notre façon de consommer. Et du coup, en revenant de ce voyage, j'ai entendu parler d'une entreprise qui s'appelle Phoenix. C'est des paniers anti-gaspi comme Too Good To Go. J'ai trouvé ça génial. Je les ai contactés, et puis de fil en aiguille, on est arrivé au constat qu'il y avait un sujet majeur autour du gaspillage alimentaire qui était en amont de la distribution. Il faut savoir que juste le gaspillage alimentaire, pour rebondir par rapport à ce que disait Sophia, sur encore beaucoup de personnes sur cette terre qui ont du mal à se nourrir, c'est une réalité. Un tiers de tout ce qui est produit pour la consommation humaine finit à la poubelle. Alors évidemment, ce tiers-là, il est concentré dans nos pays à nous, hein. Et en fait, tout le monde surproduit
globalement. Et donc les producteurs en amont de la distribution surproduisent juste pour être sûr qu'on ait nos rayons bien remplis dans les supermarchés. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des pénalités en cas de rupture du côté des fournisseurs. Et donc pour éviter ces pénalités, tout le monde surproduit entre 5 et 10% qu'on produit structurellement en plus que ce que le marché a besoin. Et donc forcément, c'est des produits qui arrivent à date et c'est des produits qui finissent par être jetés. Donc il y a une organisation rigoureuse, consciente, qui produit du gaspillage. C'est organisé. Clairement. C'est structuré. Et encore une fois, comme le disait Sophia, on s'en aperçoit même plus. C'est comme ça. C'est normalisé. Pour nourrir tout le monde, on doit jeter, donc tout le monde continue à jeter. Bref, donc toujours est-il que le sujet nous a paru suffisamment majeur, puisque c'est 54% du gaspillage alimentaire qui est en amont de la chaîne de distribution. Le gaspillage des supermarchés et des distributeurs, c'est que 16%, hein, c'est une toute petite partie. On en parle beaucoup et on aime bien accuser la grande distrie de tous les maux, mais la réalité, c'est que c'est en amont que le gros du gaspillage est fait. Et donc du coup, on a essayé de réfléchir avec les producteurs pour essayer de trouver des solutions. Les solutions ne sont pas simples en vrai. Et en fait, tous les process qui sont mis en place dans la distribution habituellement ne fonctionnent pas dans un réseau comme le nôtre où on récupère des invendus. Parce qu'en fait, il n'y a que de l'aléa. Et en fait, la distribution est processée de telle façon qu'il n'y a aucun aléa. C'est des petites marges et donc du coup il faut qu'il n'y ait pas le moindre grain de sable dans les rouages. Donc du coup c'était un pari un peu fou et par rapport à la peur, et là je rebondis aussi par rapport à ce que vous évoquiez tous les deux, Frédéric et Sophia, en fait avec mon associé on était alignés sur cette intuition qu'il y avait un combat majeur à mener et que ce combat il ne pouvait pas être freiné par une peur ou par du jugement qu'on pouvait porter sur soi-même en se disant on va pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est pas possible, si ça n'a pas déjà été fait, c'est que ça marche pas, et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est un élément important pour chacun de nous ici, c'est de quelle façon est-ce qu'on laisse la place à nos peurs, on laisse la place à nos jugements sur soi-même, sur notre capacité à faire, sur notre capacité à passer au-delà. Mettons ça de côté, à condition que l'intuition que l'on a, elle est alignée avec nos valeurs profondes. Et c'est vrai à l'échelle individuelle et c'est vrai à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle collective. Quelles sont les valeurs qui nous réunissent en tant que salariés autour de cette entreprise? Et c'est ce socle de valeurs qui doit mouvoir chacune de nos actions. Et à partir de ça, on peut laisser la place à d'autres formes d'intelligence parce que l'intuition, par exemple, si elle est structurée autour de ces valeurs, ça peut être de l'intelligence émotionnelle, ça peut être de l'intelligence collective. Il y a tout un tas d'autres formes d'intelligence qui peuvent s'exprimer, à condition qu'elles s'ancrent dans une valeur profonde ou un alignement personnel qui correspond à des valeurs profondes. 300 collaborateurs, 300 salariés qui se qualifient d'ailleurs eux-mêmes d'épiciers militants. On reviendra sur cette notion de militance qui sont présents aujourd'hui de ces magasins, de 26 magasins présents dans l'Ouest, à Paris et à Lille. Chiffre d'affaires 2021, 25 millions d'euros. Je me permets de le préciser au cas où certains d'entre vous se diraient bon, on a affaire à quelqu'un d'illuminé qui un jour s'est gratté la tête au Fidji, s'est dit si je changeais le monde. C'est tout à fait pragmatique, avec des prévisionnels 35 à 40 millions d'euros en 2022, avec une croissance qu'on vous souhaite évidemment, vu et compte tenu des sujets que vous portez. Cette prise de conscience que vous avez entre le moment Fidji, on va l'appeler comme ça, et le moment où vous lancez le réseau, où vous lancez dans cette aventure entrepreneuriale, c'est finalement assez court. Ça veut dire que ce moment de prise de conscience et le moment de l'engagement, c'est finalement assez serré, où il y avait d'autres faits dans votre vie qui vous ont construit, constitué, qui ont amené finalement, et qui ont été peut-être une forme de parcours qu'on pourrait imaginer ou concevoir comme de rupture, mais finalement très logique, très cohérent. En tout cas, dans ma vie, oui, j'ai vécu des moments difficiles. Mon père s'est suicidé quand j'étais jeune. Ça a été une question pour moi de me dire, je dois faire le choix de vivre. Voilà, c'est une question qui se pose et qui est importante. Et de cette mécanique-là, de ce moteur-là, je me suis dit que si je choisissais de vivre, c'était pour accomplir quelque chose de consistant. Voilà. Et c'est des questions que je me pose encore aujourd'hui, non pas que je vais me suicider, mais en tout cas, de quelle façon est-ce que nos actions sont consistantes, voilà. Et ça, c'est vrai que
Je me réveille souvent en essayant de retrouver cette énergie-là, cette énergie positive, qui me fait dire que si on a la chance d'être vivant, si on a la chance d'être dans un environnement suffisamment privilégié pour avoir le choix, parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre qui n'ont pas le choix, qui subissent leur vie. Nous, je pense que tous dans cette salle, on a le choix de nos vies, même si on est entravé par plein de choses. Mais ce choix-là, il faut jamais, il faut l'honorer, il faut le respecter. Il faut l'honorer pour toutes ces personnes qui sont dans des situations d'extrême fragilité, comme Sophia l'évoquait. Et c'est une responsabilité qu'on a en tant que citoyen chanceux, j'ai envie de dire, d'honorer cette chance pour en faire quelque chose. Et notamment cette prise de conscience que vous aviez eue également aux Philippines, comme quoi les bienfaits du voyage. Je crois que c'était à 17 ans que vous aviez eu une conversation avec une petite fille, une jeune fille là-bas, effectivement, qui vous disait « mais moi, j'ai pas le choix ». J'ai pas le choix. Quand je me lève le matin, mon obsession, c'est effectivement de devoir manger, de devoir trouver à manger. Je n'ai pas le choix dans mon existence. Et ce sont ces populations que vous évoquiez aussi, Sophia, tout à l'heure, qui sont évidemment plongées dans des situations d'urgence. On parlait de cette relation conscience, engagement, Sophia. On le voit dans ce parcours, ou ces parcours en tout cas, avec parfois des délais qui paraissent ou qui semblent courts, mais en fait qui sont des trajectoires, des destins, parfois marqués par évidemment des situations ou des moments compliqués. Cette relation, je voudrais qu'on en ait quand même un mot, cet alignement nécessaire entre prise de conscience et engagement. Alors déjà, écoutez, très touchée de votre témoignage parce que finalement, vous nous montrez souvent, on va être accusé d'être idéaliste, utopiste. Mais est-ce que les utopistes, quand on ne dit pas bisounours, est-ce que ce n'est pas ceux qui entretiennent encore cette idée de la croissance, quand on sait les coûts humains de cette croissance? Et donc vous démontrez qu'on peut faire autrement. Vous ne faites pas que le démontrer, vous le vivez, vous l'incarnez, vous traversez toutes les difficultés, parce que c'est clair que c'est un chemin d'épreuve, un chemin difficile. Et alors avec mon éditeur, on a un mot pour les personnes comme vous, et qui est vraiment un mot d'hommage, et on dit que vous êtes des mutants. Voilà, vous avez vécu cette mutation, vous êtes déjà dans le nouveau monde, parce que vous incarnez ces valeurs du nouveau monde. Et c'est particulièrement précieux parce que quand on est habité par ces valeurs, c'est pas juste de la rhétorique, c'est ce que vous dites, c'est pas juste du discours, mais c'est toutes les cellules de votre corps, c'est toute votre intelligence, votre émotionnalité, tout s'est transformé chez vous. Et quand on vous rencontre, ben justement, on est aussi inspiré pour soi-même se mettre en route. Enfin, tu parlais de ce téléphérique. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est une image de téléphérique parce que finalement, en se reconnectant à son cœur, c'est comme ça qu'elle est là, la porte. Le portail, il est là. Et notre humanité, aujourd'hui, elle est à ce portail. On est au stade du franchissement de seuil. Et je n'ai pas envie de regarder derrière moi, parce que ce que je laisse m'a trop fait souffrir. Parce que moi, je dis toujours, je suis entrée dans l'âge adulte, j'avais un goût de mort dans la bouche. Parce qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai étudié pour le bac, et ben dans mon livre d'histoire, j'ai appris que toutes les 4 secondes, un enfant de moins de 5 ans mourait de faim dans le monde. Et je ne l'ai pas supporté, et je ne supporte pas toujours. Et je sais que ce n'est pas une fatalité, je sais que la faim dans le monde est un crime contre l'humanité. Et donc de vivre avec cette réalité, c'est tout simplement insupportable. Donc pour moi, c'est un pur bonheur de vous entendre, parce que vous êtes justement ces mutants du nouveau monde. Et que je me sens sur cette planète cœur, et que finalement vous êtes la réponse incarnée à
tous ceux qui vont opposer des arguments de l'ordre de l'utopie, alors que vous êtes dans la réalité et que ce sont eux qui n'y sont pas. Et je pense que vos témoignages sont très importants. Moi, j'ai entendu, là, j'étais début juin dans un forum des sagesses de la Terre, et il y a des jeunes qui sont venus me voir et ils me disaient, c'était tellement content, parce que ils avaient noté des choses que j'avais dites, et ils me disaient, ben, ça, je vais dire, quand on me dit ça, certains adultes autour d'eux, leurs profs ou leurs parents, je ne sais pas qui, et du coup, je pense que c'est pareil, vous aussi, à travers votre témoignage, vous montrez de manière vivante, et c'est mieux que tous les discours ou tous les livres, donc je vais m'arrêter là d'ailleurs, mais vous nous montrez que c'est possible et que c'est comme ça qu'on se sent vivant. Et donc, on commence à y croire parce que ils y sont déjà, ils le font, cette économie non violente, cette économie du partage. On est dans un système où la rareté est organisée pour induire ces comportements de surconsommation, et vous nous montrez et vous nous démontrez qu'on peut faire autrement. Donc c'est merveilleux. Frédéric, vous avez justement provoqué un peu ces changements en forçant parfois un peu les comportements. On peut imaginer qu'il y a des effets de résistance, des habitudes très fortes au sein notamment de Roule à l'époque Identicar. Tout le monde n'est pas d'accord avec ces écrasements ou ces désintermédiations managériales, avec ces entreprises parfois qu'on dit ou qu'on disait horizontales. Vous avez forcé les comportements et finalement ça a provoqué en vous des changements d'attitude et peut-être des prises de conscience. Mais c'est d'abord en provoquant un peu des comportements et en forçant un petit peu les choses. Alors, je pense qu'on est obligé de provoquer, parce que de toute façon, on parle de lâcher prise à un moment donné, et que le lâcher prise, il est forcément difficile. Finalement, le truc le plus difficile, c'est ce premier pas, je pense. Enfin, mon expérience, c'est que le plus difficile a été ce premier pas, et celle de l'organisation dans laquelle j'étais, c'était ça, c'est ce premier pas. Parce que finalement, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a donné la confiance, alors moi je suis arrivé encore une fois dans cette entreprise pétrie de certitudes sur plein de trucs, là, la confiance n'exclut pas le contrôle, la confiance ça se gagne, enfin des absurdités sans nom. La confiance ça se gagne pas, ça se donne. Donc c'est binaire. Donc, une fois qu'on a fait cette première expérience, mais c'est une petite expérience, hein, c'est pas, on est dans une entreprise, enfin, je suis dans une entreprise, une PME, donc je ne suis pas dans un grand groupe avec des capitaux illimités. Donc, chaque action qu'on prend, et c'est certainement vos cas pour tous les entrepreneurs qui sont dans la salle, chaque action qu'on prend, c'est une action mesurée. On ne peut pas se permettre de mettre la cabane sur le toit. Enfin, on fait des choses en bon gestionnaire. Donc on fait des petits pas, on ne fait jamais des révolutions incroyables. Donc quand je parle de lâcher prise et de saut dans le vide, c'est des petits sauts de puce. Mais une fois qu'on a fait ce premier saut de puce, qui est pour soi désagréable et qui peut être de fait aussi pour les autres désagréable, quand bien même il serait convaincu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit dans l'entreprise, c'est quoi, on va arrêter dans une organisation pyramidale, et puis les chefs vont arrêter d'être là pour cheffer, malgré ce qu'en disait Chirac, et on va vous demander d'être des leaders et des managers coachs plutôt que des responsables contre-maîtres à l'usine. C'est hyper désagréable pour tout le monde, moi le premier. Hein, c'était facile d'être directeur général et du coup d'être le mec le plus intelligent de la boîte qui prenait toutes les décisions stratégiques pour tout le monde, et en cascade pour tous les responsables. Et quand on dit aux responsables d'équipe, ça y est, c'est fini, tu vas arrêter tous les matins d'expliquer à l'équipe ce qu'elle doit faire, puis de contrôler ce qu'elle fait derrière, et puis tu vas leur faire confiance. Donc tout le monde se retrouve dans un état d'inconfort absolu, mais ça dure pas longtemps. On se sent peut-être dépossédé. On est complètement dépossédé, on est perdu parce qu'on Mm. se dit, on sait plus à quoi on sert en fait, pour être très clair. Alors, et tout le monde est venu me voir pour me poser la question que je me posais moi-même, c'est mais alors si je suis plus là pour expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire, je sers à quoi? C'est quoi mon job? Mais ça dure pas longtemps parce que en fait, dès lors qu'on a fait ce premier pas, alors on a un retour sur investissement, pour reprendre un terme très économique, qui est immédiat et qui est sans commune mesure. Et en fait, tout ça pour employer un mot quand même que tu emploies en permanence, Sophia, mais que je trouve le plus important, c'est l'histoire de l'amour. Donc tu disais la planète du cœur et de l'amour. En fait, tout ça ne consiste finalement qu'à prendre conscience qu'en donnant un peu d'amour, alors on en reçoit énormément, et qu'il y a une espèce d'effet ricochet comme ça, positif sur toute la chaîne, quoi. Et finalement, si je devais retenir qu'un seul truc de l'expérience que moi j'ai vécue, ce serait ça. Ce serait comment est-ce que, donc tu disais, comment est-ce qu'on peut imaginer les entreprises demain en les pilotant plutôt par le cœur. Je pense qu'enfin aujourd'hui, on peut employer des mots comme le mot d'amour dans les entreprises.
C'est incroyable, hein, parce que tu vois, il y a quelques années, on avait on avait des discussions en comité de direction sur le champ lexical qu'on pouvait employer dans l'entreprise, quoi. Donc on disait, mais non, mais ça c'est le champ lexical de la vie perso, on peut pas parler de choses comme ça, dans l'entreprise, on n'a pas le droit d'employer ces mots-là. Alors je parle même pas de l'amour, quoi. Il y a 10 ans, c'était impossible. Et aujourd'hui, je considère, en tout cas je prends la liberté de le faire et je constate autour de moi qu'enfin on peut parler d'amour. En fait, le seul truc que j'ai retenu, il est là. C'est l'amour qu'on met dans ce qu'on y fait. On parle de mettre du cœur à l'ouvrage. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Donc si on met du cœur à l'ouvrage, finalement c'est comme ça que ça fonctionne, avec une petite période initiale désagréable. Vincent, on a levé le tabou aujourd'hui dans les organisations, en tout cas chez vous, de cette idée justement d'amour, de parler d'amour avec un grand A. Il ne s'agit pas évidemment des sentiments qu'on peut se prêter dans une histoire d'amour entre individus particuliers, mais on peut parler d'amour aujourd'hui dans les organisations. On a levé cette pudeur, peut-être plus d'ailleurs davantage français qu'anglo-saxon. Alors, donc, je ne l'ai pas précisé, nous, Antigaspi, c'est un réseau de magasins de distribution alimentaire dans lequel on vend donc des produits qui sont soit hors calibre, soit avec des dates un peu courtes. Et donc, il y a beaucoup de nos directeurs et de nos salariés qui viennent de la distrie. Donc, parler d'amour à quelqu'un qui a passé sa vie chez Lidl, c'est quand même pas évident. Il y a un Je petit vais le gap, tenter dès lundi matin, mais je ne peux pas dire que ce soit mon quotidien, non. Pour être sincère. Il faut qu'on parle justement, Sophia, de cette notion d'amour. C'est vous qui en avez parlé, évidemment, la première, de cette planète du cœur et de l'amour. Vous pensez qu'on peut justement remettre de l'amour dans les relations humaines qui sont marquées souvent, et depuis longtemps d'ailleurs, dans nos communautés, hein, qui se sont constituées, dans les villes, les grandes agglomérations, par plutôt la méfiance de l'autre, la méfiance de l'étranger. C'est encore évidemment prégnant aujourd'hui politiquement, et notamment dans notre beau pays. Donc comment est-ce qu'on peut remettre un peu d'apaisement, de sérénité, notamment grâce à la spiritualité? Mais comment faire sans, de toute façon? Là, on ne parle pas seulement de l'amour en tant qu'émotion, sentiment, de caractère romantique. L'amour, c'est l'énergie de la vie. Il n'y a pas de vie sans amour. Pour une conférence, là, récemment, j'avais fait des recherches là-dessus, et ce que j'ai trouvé, c'est cette évidence au niveau biologique, neurologique, enfin à tous les plans. Le cœur d'un bébé se développe, les cellules cardiaques se développent en fonction de l'amour qu'elles reçoivent. Et ça, c'est très beau. Ça veut dire qu'un cœur humain grandit en présence d'un autre cœur. Et donc, c'est une réalité biologique. Alors, je ne vais pas trop prolonger, mais encore une fois, l'amour est vital. Et quand j'ai publié L'urgence d'aimer, donc c'est relativement récent, et alors je me suis trouvée avec les gens qui me disaient, mais l'amour, au fond, c'est quoi? Et je me suis dit, mais oui, mais on n'a pas appris à aimer. Les Amérindiens disent que dans notre cœur, il y a deux loups. Vous connaissez peut-être ce proverbe, hein, le loup de la haine et le loup de l'amour. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que tout notre système éducatif, tous nos conditionnements, c'était de développer le loup de la haine, qui est celui de la compétition, de la concurrence, qui est exacerbé dans nos sociétés avec cet individualisme pathologique. Mais encore une fois, pas de mauvaises nouvelles, parce que je pense que là, le loup de l'amour, il est en train de revivre. Et je vais juste vous faire une confidence, parce que ça m'a beaucoup amusée. En même temps, ça montre aussi toutes les difficultés auxquelles on est confronté lorsque on veut porter cette parole de l'amour dans le discours public. Et cette éthique qui va avec aussi, également cette éthique de l'amour. D'abord, il faut savoir que c'est pas une invention, c'est pas parce que j'ai écrit L'urgence d'aimer que j'ai inventé ça. Il y a et là, j'ai pas le temps de rentrer dans des détails, mais il y a toute une anthropologie de la paix et de la bienveillance. Je dirais juste en un mot que pour les anthropologues, pour l'école actuelle de l'anthropologie qui a complètement balayé les interprétations qu'on a faites de Darwin, qui ont justifié le darwinisme social et la sélection naturelle. Maintenant, on ne parle plus de survival of the fittest, c'est-à-dire la survie des plus aptes, mais on parle de survival of the kindest. Donc, oui, le plus bienveillant. Parce qu'en fait, pour l'anthropologie, l'amour, c'est créer des liens, être capable, cette capacité du lien. Et c'est comme ça que les communautés humaines se sont développées.
Donc là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais juste une anecdote, parce que ça, c'est un partage. Donc voilà, j'ai failli, ça a été tout près de se faire, d'être invitée à Davos pour parler d'amour. Moi, je dois dire que parce que j'ai tellement l'habitude de ça, même j'ai été invitée aussi par des ministères, etc. Puis, pour guider des méditations. Et puis, je sais pas, 8 jours avant, une fois le matin même, on m'appelait pour dire, bah, écoutez, non, finalement, on est désolé, mais donc on sentait bien tout ce que ça remue en fait de peur. Parler d'amour, ça fait peur. Et ça a finalement, c'est allé très haut à Davos, mais ça leur a fait peur. Donc j'y suis pas allée, mais il y a quand même des choses qui se font. Peut-être je parlerai d'amour aux Nations Unies en septembre. Si l'ambassade de Chine ne va pas chercher mon nom sur Google et trouvant des photos de ce style-là, va estimer que effectivement je suis une personne dangereuse pour la sécurité intérieure de la Chine. Voilà. Mais donc ça illustre aussi ce combat, c'est-à-dire accepter aussi de se faire renvoyer à la dernière minute parce qu'on apporte cette parole d'amour et que finalement on vous dit non, écoutez, c'est pas l'enceinte pour ça. Donc beaucoup de reconnaissance, hein, Anne et ton équipe, parce que vous m'avez accueilli pour porter cette parole et parmi des personnes aussi. Tu disais, Frédéric, si on met un peu d'amour, alors je comprends, ça c'est une précaution de langage, enfin beaucoup de modestie, mais il n'y a pas un peu d'amour, il y a de l'amour où il n'y en a pas. Et quand il y a de l'amour, il y a la totalité, c'est la vie qui se donne dans l'amour. Et donc il n'y a pas de petit amour. Alors, je voulais dire qu'on en reçoit beaucoup plus qu'on en donne. Oui, Frédéric, je vous laisse réagir. Et on doit malheureusement libérer Vincent. Il y a un train à prendre. Je l'excuse, Vincent, parce qu'il y a de l'agenda qui se poursuit. Et notamment, effectivement, un train qui n'attendra pas. Merci beaucoup. On sait que la SNCF est ponctuelle. Donc, évidemment, on vous libère. On vous excuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Et bonne continuation, évidemment, à votre réseau qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Frédéric, vous souhaitiez réagir à ce que Sophia venait de dire? Ah non, enfin, oui, alors peut-être un peu. Non, surtout ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on en reçoit beaucoup plus qu'on en donne, quoi qu'il arrive. Voilà. Et des premières questions qui apparaissent via la plateforme Evals derrière nous et sur vos écrans devant en pied de scène. Bonjour Sophia, vous parlez du nouveau monde. D'autres personnes souhaitent un nouveau monde différent du vôtre. Que pensez-vous du Metaverse et de ses dérives, c'est-à-dire du projet de Mark Zuckerberg, évidemment, de monde virtuel, de cette réalité virtuelle qui prend de plus en plus de place, effectivement, de monde parallèle, autrement dit? Dans la mesure où ce monde n'est pas fondé sur l'abondance partagée, pour moi c'est un monde qui se détruit, parce que je pense que l'enseignement qu'on peut tirer du point où on en est aujourd'hui, c'est que justement on a voulu accaparer les richesses de la terre et on se rend compte que notre comportement qui a été destructeur, il est aussi autodestructeur. Et en ce sens, si le métaverse et la globalisation qui l'accompagne n'est pas une globalisation altruiste, je crains que ça ne soit pas le cas, ce n'est pas une globalisation altruiste, ça devient tout simplement déshumanisant. On perd notre humanité à priver les autres de cette dignité, de cette humanité fondamentale. On n'a pas arrêté de faire ça. Donc maintenant, voilà, pour moi, c'est tout ce que je peux répondre. Mark Zuckerberg s'adresse notamment à une génération plutôt jeune. Maintenant, après, tout le monde se sent peut-être concerné. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une partie de la jeunesse aujourd'hui qui veut se mettre la main devant le visage, qui veut fermer les yeux, qui ne veut plus voir le monde tel qu'il est, qui a besoin de créer justement un monde parallèle, un monde data, un monde numérique? Oui, bien sûr, mais c'est normal qu'il y ait ces réactions-là. C'est-à-dire que à partir du moment où moi j'ai pu mesurer à travers ma petite expérience, qui reste une toute petite expérience, à quel point simplement porter un discours comme le mien
pouvait faire, comment dire, faire émerger aussi des discours très négatifs. Donc, c'est normal qu'il y ait aussi ces réactions-là et que du coup, il y ait cette polarisation qui se crée dont on est contemporain aujourd'hui. On vit dans cette double réalité. J'ai parlé des deux planètes, mais c'est une vérité. C'est une vérité que nous expérimentons en ce moment et ça me paraît faire partie de ce processus. On est dans enfin, ma vision, c'est vraiment celle de l'évolution. L'histoire de la vie a plusieurs millions d'années. Sapiens, il est tout jeune, il est encore adolescent. Et on est encore dans l'histoire de l'évolution des adolescents. Mais il y a aussi des étapes devant nous qui nous attendent. Et ces discours, ces valeurs que nous portons sont des valeurs du futur. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant cette connexion. Alors, j'y ai œuvré, parce que c'était la demande aussi du Dalai Lama, que j'ai amené chez lui des youtubeurs, je lui ai amené de jeunes activistes et je suis en train de travailler sur une prochaine rencontre aussi avec des jeunes. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le Dalai Lama, qu'est-ce qu'il représente? Alors sortons évidemment de tous les clichés à son sujet, mais pour voir ce qu'il incarne, il incarne ces valeurs du Nouveau Monde, il est un ambassadeur du Nouveau Monde et les jeunes se reconnaissent en lui. Les jeunes activistes, Greta va sortir un livre, Greta Thunberg va sortir un livre avec lui très prochainement. Donc c'est bien le signe que ce nouveau monde, il est présent, mais évidemment il suscite beaucoup d'antagonisme. Tous ceux qui ont peur s'accrochent à l'ancien monde et nourrissent l'ancien monde de leur peur. Et puis c'est l'histoire de l'humanité. Donc ce que l'on vit actuellement n'est pas non plus nouveau. Et ça a été vécu, ça peut aller jusqu'à ces tragédies qu'ont été les assassinats de Martin Luther King ou de Gandhi et de bien d'autres. Bon, s'accrocher évidemment à cet ancien monde, comme vous le désignez, ou avoir la tentation de mettre un casque sur sa tête. Autre question, depuis Evals, s'il y en a d'autres, sinon, depuis la salle, très simplement, vous levez la main, on vous apporte le micro, il y a un micro qui va tourner, vraisemblablement où je le ferai, et puis vous interpellez nos grands témoins. Sophia, en attendant que l'audace, parce qu'on a parlé d'audace, de courage tout à l'heure, se libère, cette jeunesse-là qu'on évoque, on a parfois tendance à l'apercevoir comme voulant changer le monde, mais peut-être animée justement par une colère, plus que par, on va dire, un espoir, l'espoir étant maintenant menant avec déception à une forme de colère, et donc à une forme d'action désordonnée. Comment est-ce qu'on peut remettre un petit peu d'ordre justement dans cette action? Et alors, bon, vous me voyez venir, mais est-ce que finalement la méditation peut être, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, est-ce que la méditation peut être un moyen d'ordonner un petit peu l'action après la prise de conscience? Alors, c'est pas facile de trouver l'espoir et je dois dire qu'il n'est jamais acquis. J'ai des moments très durs, moi aussi, de désespoir, de douleur profonde, de larmes devant l'état du monde et devant les êtres humains et ce qui se passe. Enfin, bon, voilà. Mais effectivement, et je comprends que pour les jeunes, c'est particulièrement difficile parce que je me rends compte aussi, moi, de l'expérience qu'il a fallu construire pour ne pas me laisser accabler et pour être capable de retrouver encore. C'est comme si d'ailleurs les mauvaises nouvelles finissaient par creuser quelque chose qui me fait aller encore plus vers la lumière. Mais c'est un parcours qui est difficile. Alors c'est vrai que c'est ma conviction que la méditation peut aider. J'ai créé d'ailleurs un protocole que j'appelle les méditations Be the Love. J'anime aussi des quêtes d'éveil Be the Love, et toujours donc pour retrouver cette force d'aimer qui nous donne la force de résilience et d'espoir face aux tragédies du monde. Mais attention, quand on dit espoir, on ne dit pas illusion. Et là encore, je dirais que l'amour est la réalité. C'est la haine qui est l'illusion. C'est la destruction
qui est l'illusion. Et quand on me demande, parce qu'on me le demande régulièrement, quelle est la qualité principale à mes yeux du Dalai Lama ou d'une autre personnalité qui a été aussi très proche dans ma vie, qui est Sœur Emmanuel, ben je dis mais c'est leur réalisme. Sœur Emmanuel, à 60 ans passés, sans parler l'arabe, sans avoir toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, elle a tiré 44 000 personnes de la misère dans le bidonville le plus déshérité du Caire. Amma, la sainte indienne, qui est une fille de pêcheur, sans une éducation extraordinaire, elle a aujourd'hui créé à Amritapuri, dans une ville du sud de l'Inde, l'hôpital le plus moderne de l'Inde, qui est ouvert aux Indiens et aux non-Indiens, qui est gratuit. Elle a plusieurs œuvres caritatives, non seulement en Inde, mais aujourd'hui dans le monde. Donc on voit que quelle est leur force. Enfin, vous connaissez tous Mère Teresa, l'abbé Pierre, etc. Mais quelle est la force de ces personnes? Mais c'était la force d'aimer. Et on voit là à quel point c'est réel. Alors, moi, je l'ai vécu de très près avec Sœur Emmanuel, parce que je suis allée dans son bidonville quand j'avais 17 ans. Donc, après, quand on m'oppose des arguments d'idéalisme, d'utopie, de bisounours, je dis non, mais attention, il faut le mettre dans l'autre sens. C'est vous qui ne croyez pas, qui ne voyez pas la réalité. Mais ces personnalités spirituelles sont profondément réalistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont ancrés dans cette réalité de l'amour, qui est la réalité première d'un être humain conscient. Le commun entre toutes ces personnes, malgré tout, c'est vrai que vous avez évoqué ce sujet de spiritualité. On ne va pas parler de religion, c'est pas la place, mais de spiritualité. Frédéric. Juste pour rebondir, moi des jeunes, j'en croise aussi. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Du côté positif, j'en croise quand j'ai des offres d'emploi. Et ils arrivent avec des choses qui nous confrontent. C'est hyper positif en fait. Moi, ce que j'ai vécu, c'est d'être candidat il y a 30 ans quand je cherchais du boulot, il y a 25 ans, où je remerciais Dieu de m'avoir permis de passer un entretien. Et encore plus, quand j'étais pris à un job, je trouvais ça formidable. Et je me disais, mais cette entreprise, elle a enfin accepté quelqu'un comme moi, donc c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, et je me disais, plus tard, quand je serai recruteur, je vais enfin pouvoir avoir le rôle et avoir le pouvoir. En fait, non, manque de bol, c'est raté, parce que maintenant que je suis recruteur, j'ai des jeunes qui viennent me voir et qui me confrontent, et qui continuent de me poser des questions. Comme moi, j'avais des questions quand j'avais un recruteur en face de moi. Aujourd'hui, enfin, je dis des jeunes, donc des jeunes diplômés, voilà, qui rentrent dans la vie active, et que je reçois, c'est eux qui me confrontent et qui me disent, mais il va falloir que tu m'expliques pourquoi est-ce que j'ai intérêt à venir travailler chez toi, quel est le sens que tu donnes à l'action de ton organisation, à quoi elle sert. Et ok, tu peux me parler du salaire, tu peux me parler de plein de trucs, mais surtout il va falloir que tu m'expliques pourquoi je viens et c'est quoi le sens de ma venue, quoi. Donc ça, donc tu vois, tu parlais des jeunes, ils nous confrontent et ils sont, moi ceux que je rencontre dans ce cadre-là, ils sont porteurs de vachement d'espoir. En fait. Ils finissent peut-être par vous recruter davantage que l'inverse. C'est exactement ça. C'est peut-être eux qui ont changé effectivement le paradigme. Le mutant que vous êtes, oui, question? Parfait, impeccable. Voilà, très bien. On va vous laisser la parole tout de suite. Allez, je vous laisse vous présenter et poser votre question. On vous écoute. Micro, pas de micro? Si, micro. On a un micro en régie ou pas? Oui, Sylvain, peut-être? Si, voilà, parfait, impeccable. Merci, Sylvain, il fait tout, Sylvain. Merci. Merci de vous présenter, de poser votre question, on vous écoute. Allô, ça marche? Oui, à propos de jeune génération, c'est bien. Bon, alors. Bonjour, je m'appelle Gauthier Placibou, je suis de Nantes-Saint-Nazaire Développement et membre du Parlement européen des jeunes. J'ai eu l'occasion. Félicitations. Merci. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous tout à l'heure, Sophia. Mais je vais vous poser la même question que j'ai posée j'ai oublié son nom malheureusement, mais la philosophe qui était là pour la plénière d'ouverture. En fait, je vous explique que moi, je suis écologiste avant tout, et écologiste convaincu, sensible à la situation désastreuse, très alarmante, etc. Et on me pose souvent la question, notre obsession pour les mots climatiques à venir ne nous détourne-t-elle pas des mots présents, ceux de la pauvreté notamment que vous évoquez souvent, Sophia? N'est-ce pas de cela qu'il faut se préoccuper au lieu d'engager des sommes importantes pour un avenir possiblement incertain? C'est les questions qu'on me pose. Donc, en quelque sorte, n'y a-t-il pas un lien réel entre ces deux justices, la justice sociale et environnementale? Quelle réponse est-ce que vous pouvez apporter sur ces questions? Merci. Merci beaucoup pour votre question. À la fois, évidemment, c'est très audacieux et tout à fait pertinent.
bon, cette relation évidemment, ou parfois au contraire, cette séparation entre ces sujets climatiques et ces sujets de pauvreté ou sociaux plus largement qu'on évoque. Comment est-ce qu'on peut les réconcilier et ne pas les opposer, ne pas faire de choix ou d'arbitrage? Ben, je crois que c'est la grande chance et opportunité de notre époque que la jeunesse, en tout cas en dehors de l'Europe, mais je pense aussi en Europe, a compris et n'accepte pas, je dirais n'accepte plus, qu'on dissocie justement la justice sociale de la justice climatique environnementale. Mais ça a des implications très profondes. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer le développement, ce qu'on a appelé le développement, ce qu'on a appelé le progrès civilisationnel, avec les coûts humains et environnementaux existants. Donc je pense que c'est la base sur lesquels on peut se réinventer. Voilà. Et ça implique justement le respect de la dignité de l'autre. On ne peut plus exploiter d'autres peuples comme on l'a fait pendant des siècles. Notre richesse s'est construite sur la traite atlantique. Notre richesse se construit aujourd'hui sur les prédations de matières premières et de richesses et de minerais, etc. Donc, et du travail humain et de l'exploitation des plus faibles et des plus vulnérables que sont les femmes et les enfants dans des pays qui ne sont pas les pays européens. Donc tout ça, vous le savez. Et aujourd'hui, je pense que c'est la clé, en fait, de réinventer le monde sur cette base-là de l'abondance partagée. Alors ça veut dire aussi, et il faut bien l'entendre, que dans nos pays, déjà de toute façon, si on veut respecter, et de toute façon on ne le respecte pas, mais voilà, si on voulait respecter l'accord de Paris, ça voudrait dire qu'on devrait limiter nos émissions de CO2 par 2. Et donc ça, on ne l'a pas fait. Ça voudrait dire aussi, et c'est là que les chiffres sont criants, les chiffres qui ont été donnés, c'est qu'il faudrait 2% du produit brut mondial pour lutter efficacement contre le changement climatique. 2%. Et d'ailleurs, j'entends encore Christiana Figueres qui dit 2% for 1.5. Elle était là à répéter ça comme ça, comme un slogan. 2% for 1.5. 2% pour 1,5 degré, évidemment, voilà, de réchauffement climatique. On le comprend. Voilà. Oui, pardon, je vous en prie. J'ai juste un truc, parce que je voudrais montrer ce chiffre de 2%. On n'y arrive pas, on ne le fait pas. C'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on ne veut pas, on ne le fait pas. Mais pour lutter contre Covid, les pays industrialisés ont dépensé 15 à 20% du produit brut mondial. Et on estime que pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin je veux dire après la Seconde Guerre mondiale, pour la reconstruction, on a dépensé 30 à 40% du produit brut mondial. Et aujourd'hui, on ne veut pas dépenser 2%. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on a appris qu'en Allemagne, donc, on remilitarise, et il y a 2% du PIB allemand qui va à la militarisation. Et les sommes astronomiques aussi que les États-Unis ont mis pour rattraper leur retard dans les armes hypersoniques, etc. Et ça dépasse 1000 fois le budget. Ces 2%, c'est petit. Voilà. Donc il y a des chiffres, ce sont des réalités, ça. Et elles sont criantes. Voilà encore ces choix d'arbitrage qu'on évoquait. Frédéric, peut-être un mot pour la suite, parce qu'on va se projeter peut-être un tout petit peu, vous tirer un petit peu les verres du nez avant que vous partiez. C'est quoi la suite? Parce que vous quittez Rool aujourd'hui, et vous avez envie de continuer à vous engager, accompagner des organisations, des dirigeants, les aider justement dans ces transformations, dans ces changements. C'est quoi ce que vous avez dans les étagères là? Alors effectivement, en l'occurrence, tu en touchais un mot tout à l'heure. Donc moi, ça fait 11 ans maintenant là, que je travaille chez Identicar, désormais Rool. Et c'est le paradoxe de l'organisation qui m'a permis d'accéder à une forme de lucidité, de commencer à développer une forme de spiritualité, et qui du coup m'apparaît clairement aujourd'hui comme n'étant plus suffisante pour me permettre de me développer ou de continuer ou d'aller dans un alignement complet. J'aime beaucoup le terme de congruence, et donc j'étais pas du tout congruent en arrivant. Elle m'a permis de commencer à m'aligner, et puis je sens les petits blocages qui restent, et si je veux être complètement aligné, il va falloir que je le fasse ailleurs. Donc effectivement, l'aventure s'arrête
aujourd'hui, mais quasiment aujourd'hui, en ce moment même, Bon, cet été, puisque ouais. j'ai décidé de quitter cette entreprise pour continuer ensuite. Et donc, qu'est-ce que je vais faire derrière? Alors en fait, j'ai pas envie d'aider, enfin, j'ai pas envie d'aider les dirigeants. Moi, j'ai envie de faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire derrière? Eh ben, je veux créer ou racheter une entreprise qui me permettrait, je l'espère, de pouvoir prouver ma conviction profonde, qui est la suivante. Je pense que nous ne sommes finalement faits que pour entretenir des relations avec les autres individus, et individus au sens très large d'ailleurs, avec le vivant. Et je pense par ailleurs que nous ne sommes là que pour donner et recevoir de l'amour. Alors ça paraît peut-être un peu bisounours pour certains, voilà, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais, Sophia. Mais je suis tellement persuadé que ça, c'est que je pense que finalement l'entreprise ne devrait servir qu'à ça. Et je voudrais le prouver, et j'entends le prouver, dans un milieu économique, encore une fois, comme j'ai pu le faire là depuis 10 ans, c'est-à-dire j'ai beaucoup de respect pour tout ce qui peut se passer, qui contourne un peu le système, ou en associatif, non lucratif, etc. Mais moi, je voudrais le prouver dans le milieu de l'entreprise, pour montrer qu'effectivement, la relation entre économique, voire même performance économique, et intention, celle que je mets sur la table, est réelle, voire même que l'intention permet la performance économique. Donc voilà mon objectif, à horizon 5 à 10 ans, c'est d'avoir ce business case qui me permette de revendiquer derrière que mon intuition est la bonne et que je peux le prouver. Voilà, et contribuer justement à cette performance globale qu'on évoque et qu'on mentionne de plus en plus. Frédéric Jobert, Sophia Strihl-Rever, on peut les applaudir évidemment, tous les deux, pour l'amour que vous nous avez donné justement et ces partages d'expériences évidemment très enrichissants. Merci beaucoup à tous les deux et à tous les trois, avec Vincent qui nous a quittés pour prendre son train. Pour terminer, mot de conclusion, merci d'accueillir chaleureusement la présidente du MEDEF 44, Corinne Bénard. Bonjour, bonsoir ma chère Corinne, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez raison d'applaudir Corinne parce que avec Corinne et derrière Corinne, c'est évidemment l'ensemble de l'équipe du MEDEF 44 et puis des réseaux, l'ensemble des équipes et de l'ensemble des réseaux qui ont organisé cette magnifique journée. C'était tellement bien de se retrouver, ma chère Corinne. Je ne vais pas vous demander de faire une synthèse exhaustive de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce serait évidemment bien périlleux, mais peut-être ce que vous avez envie d'en retenir comme fait marquant, comme fait saillant dans cette dynamique justement de changer le monde, notamment à travers les objectifs de développement durable. On vous écoute, Corinne. Ben, je pense qu'on est vraiment dans les vrais sujets. C'est-à-dire qu'on a abordé là la problématique qui se pose à tous, à nous entreprises, et qu'on a fait la belle démonstration, et je vous en remercie, que l'économie a du cœur. Et que c'est véritablement un enjeu pour tous, toutes nos entreprises, toutes nos structures, toutes nos institutions. Et nous, individuellement, nous sommes interpellés, appelés à changer le monde. Et avec ces 17 ODD, merci, c'est la jeunesse qui m'applaudit, donc vraiment de tout cœur, parce qu'on a appris tout à l'heure qu'on allait bientôt disparaître. Nous, on fait partie d'une génération, on va vous laisser la place, mais construisez un monde vertueux, rempli de sagesse, de valeurs, de paix, et qu'on aille véritablement vers le meilleur niveau de nous-mêmes. Et ça permettrait aux individus tous de vivre en harmonie et de profiter de cette belle planète qui nous est offerte, donnée, qu'on restituera à nos enfants de la meilleure façon, c'est-à-dire en la meurtrissant le moins possible et au contraire en l'embellissant. Et ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse donner de sens à notre existence. Donc merci, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes interpellés, c'est que vous avez envie de contribuer. Merci à tous les réseaux, 25 réseaux qui sont associés, qui ont travaillé vraiment pendant des heures importantes, qui ont donné de leur temps de façon bénévole. Et puis merci à tous les permanents du MEDEF 44 qui étaient à l'initiative de cet événement et qui a l'ancienneté d'avoir pu mettre en œuvre les trophées Jules Verne. Donc c'est ensemble que nous y arriverons. On va rester maintenant sur ce mot ensemble, puisque nous vous invitons à un moment de convivialité. C'est sur la pelouse, derrière vous, sous le chapiteau blanc qui est dressé en plein milieu de la verdure. Merci à vous d'être là et merci. Corinne Bénard, présidente du MEDEF 44. Merci beaucoup ma chère Corinne. Merci à vous
pour votre attention et votre fidélité jusqu'au bout de la journée. Excellente soirée et encore un grand merci aussi à Anne Bonlaron, Sciences Co, qui rapproche la science du monde de l'économie et qui a permis de constituer ce magnifique casting ce soir notamment. Merci, excellente fin de journée, à très bientôt. Au revoir et bel été.